Est-ce que tout le monde est assis? C'est bon? Ok. Merci beaucoup. Eh bien, bienvenue pour cette dernière session, si j'ose dire, de ce colloque étudiant. Cette dernière après-midi et ce dernier thème, ce thème qui parle dans l'esprit du temps, qui parle de la mémoire sous différentes formes. La mémoire de la défaite des anciens Grecs, la mémoire de cette chevalerie perdue, et une mémoire beaucoup plus actuelle, celle qu'on partage, vous et moi, peut-être un peu moins que les autres, à l'égard du temple. Et dans l'immédiat, et poursuivre le programme, nous allons accueillir Cyril aux épaules pour parler de la fin du monde chevaleresque au XIVe siècle. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et merci beaucoup à toute l'équipe d'organisation du colloque pour cette possibilité qui nous est donnée à toutes et à tous, encore une fois. Le 13 juillet 1380, assiégeant Châteauneuf-le-Randon, Bertrand du Guesclin mourut, croit-on, d'avoir bu une eau trop froide par une journée trop chaude. Ce départ ad patresse, si peu héroïque fut-il, n'empêcha pas ses contemporains d'exprimer leur chagrin devant la perte de ce héros de guerre, à l'instar d'Eustache Deschamps, poète bien connu de la cour des Lys, qui écrivit « Vainqueur de gens et conquéreur de terre, le plus vaillant qui que fut en vie, chacun pour vous doit noir vêtir équerre, pleurer, pleurer, fleur de chevalerie. » Fleur de chevalerie, l'expression est un lieu commun dans les témoignages du temps. Elle souligne l'étrange deuil qui se faisait alors. En effet, ce n'était pas seulement l'illustre connétable de France qui s'éteignait, mais une institution tout entière. Non pas seulement un chevalier, mais la chevalerie qui périclitait. Cette perception décliniste n'était assurément pas un fait brut, elle était le fruit, bien sûr, d'un discours qui ne manqua pas d'affecter l'écriture de l'histoire, un fruit dont l'amertume se perçut depuis les récits des premiers chroniqueurs jusqu'à ceux des derniers historiens. La prégnance et la vitalité du thème posent en creux une question substantielle. Le XIVe siècle marqua-t-il la fin d'un monde pour la chevalerie ? Pour y répondre, on s'attachera tout d'abord à replacer l'idée du déclin dans la longue et souvent hésitante historiographie de la chevalerie, en jetant un regard à l'ancienneté du topos et aux débats qui purent en écouler. On s'affairera ensuite à historiciser les symptômes de la crise que la chevalerie parut traverser au cours de la période et qui se traduisirent par la perte de son hégémonie militaire et son attachement progressif aux structures curiales. Enfin, il s'agira de proposer une nouvelle lecture du déclin sous l'angle de ce que l'on pourrait appeler une eschatologie sociale, c'est-à-dire la façon pour un groupe social donné, ici bien sûr la chevalerie, de concevoir sa propre fin. Avant toute chose, il convient de définir trois termes essentiels à la réflexion, à commencer bien sûr par celui de chevalerie. Quoiqu'elle incarne l'une des facettes les plus emblématiques du Moyen-Âge, la chevalerie fait partie de ces objets qui se montrent revêches à l'étroitesse d'une définition. Voyons un peu, l'entrée chevalerie du CNRTL en fait une institution militaire à caractère religieux, propre à la noblesse et exigeant de ses membres certaines qualités, dont je vous passe le détail. Alors, non content de son caractère abstrait, cette définition s'avoue incomplète, s'achevant sur une suspension qui suggère un nombre indéfini de critères d'appartenance à ces rangs, et qui, en voyant le dernier exemple donné de la courtoisie envers les femmes, par exemple, exclut tout simplement tous les chevaliers des ordres religieux militaires. Je pense que l'on pourra s'accorder tous et toutes pour considérer qu'ils étaient tout à fait chevaleresques. Le problème est en fait récurrent. Comme le remarqua l'historien italien Franco Cardini, la chevalerie ne constituait pas une couche sociale juridiquement définie, mais un phénomène fortement implanté dans le paysage culturel de la période. De son côté, Jean Flory, spécialiste français de la question, isola les trois différents sens que pouvaient lui prêter les médiévaux. Premièrement, celui d'un groupe de cavaliers lourds, les chevaliers. Deuxièmement, l'action guerrière qu'ils accomplissaient. Et enfin, un système de valeurs fondé sur les faits d'armes. Autre terme qu'il paraît essentiel d'aborder, et notion ô combien problématique, celle du déclin, si présent encore aujourd'hui dans la littérature historienne. Le CNRTL le définit comme le fait d'arriver progressivement au terme de son cours, après avoir atteint un apogée. Cette exception entend un processus lent et irréversible et pose de sérieuses difficultés méthodologiques. À partir de quels critères, en effet, l'historien peut-il identifier le déclin comme l'apogée ?
La grille de lecture décliniste, qui est loin de se limiter à l'histoire, porte son lot de jugements moral, esthétique et au fond téléologique. Enfin, l'eschatologie, dont relève largement le déclin, désigne l'étude des fins, des choses ultimes à la fois conçues comme la limite et l'accomplissement de la vie humaine. Par extension, le terme désigne l'ensemble des représentations de la fin d'un ordre spirituel, politique ou encore moral, et la manière dont ces représentations donnent sens à l'expérience vécue du changement. L'idée selon laquelle la chevalerie connut un âge d'or était, nous l'avons dit, profondément ancrée dans les récits des contemporains. Sous leur lumière, la fleur de chevalerie semblait être une espèce rare que les chroniqueurs et les poètes, on sait combien poésie et écriture de l'histoire sont proches, là encore, finalement, les sources et la bibliographie pourraient se rejoindre, ne manquèrent pourtant pas de cueillir à même leur jardin. Jean Froissart, fin observateur des sociétés occidentales, ne manquait pas de pathos dans sa description des funérailles d'Édouard de Woodstock, fils du roi d'Angleterre, en 1376. Ainsi fut trépassé Messire Édouard, fleur de toute chevalerie du monde en ce temps. Prouesse individuelle, réussite militaire et grandeur morale, la chevalerie apparaît chez Froissart comme un système universel dont le prince noir incarnait un modèle inégalable, dont l'exaltation interroge. Puisque le meilleur chevalier du monde, l'énième en réalité, était tombé, qui restait-il pour lui succéder? La question reste en suspens. Autre cas, narrant la tristement célèbre bataille de Crécy, qui eut lieu 30 années plus tôt, les grandes chroniques de France insistèrent sur l'hécatombe que fut l'événement. En celui de Crécy, la fleur de la chevalerie de France chait. Ici, la chevalerie désigne tant l'aristocratie militaire française que ses actions et sa valeur. Une institution qui entretient un rapport particulier à la France et qui se caractérise par son excellence morale. Loin d'être isolée, de telles opérations témoignent de la mise en place d'un discours fondé sur la perte des valeurs, une mise en scène pessimiste qui influença l'écriture de l'histoire pour les siècles qui suivirent. Aussi, parmi les grands noms plus récents, entre guillemets, du déclinisme chevaleresque et in extenso médiéval, on ne peut tout à fait manquer celui de Johann Huizinga. Dans son ouvrage L'automne du Moyen-Âge, paru en 1919, l'historien néerlandais décrivit une chevalerie finissante, contrainte d'opérer, écrit-il, une fuite vers l'irréel pour trouver refuge dans un univers de fiction. En 1937, Raymond Kilger, auteur d'un ouvrage précisément intitulé The Decline of Chivalry, en vint aux mêmes conclusions et suggéra la division en 3 âges de l'ordre de la chevalerie, l'un de supériorité, un autre de privilège et enfin de vanité. Chez les 2 auteurs, on reconnaît les effets d'une approche principalement littéraire de l'objet qui soumet leur analyse à une forte subjectivité esthétique et qui établit la chevalerie avant tout comme un ordre de fiction, lequel échappe en quelque sorte à l'historicisation. À partir des années 1980, l'approche décliniste fut remise en cause par une série de travaux à majorité anglo-saxonne. En 1984, le Britannique Maurice Keane, dans une monographie qui encore aujourd'hui fait autorité, préféra au déclin les transformations de la chevalerie et ouvrit une voie dans laquelle s'engagèrent d'autres auteurs, tels Joliette et Malcolm Vale, spécialistes de la culture chevaleresque, et l'historien de la guerre Richard Cooper. En France, en dépit des contributions remarquables de Jean Fleury ou du récemment disparu Martin Aurel, l'historiographie de la chevalerie s'intéressa principalement au Moyen-Âge central et, à l'instar de celle portant sur les croisades, ne consacra au mieux que quelques pages, le plus souvent en conclusion de ses ouvrages, aux périodes ultérieures au XIIIe siècle. Fleury conclut l'un de ses travaux par une réflexion hésitante sur le thème du déclin. Il en reconnaissait paradoxalement les causes tout en rappelant que de tels discours apparurent dès le XIIe siècle, mais n'alla pas plus loin. Par ailleurs, cette barrière du XIIIe siècle, que la chevalerie partage avec la croisade, illustre bien le malaise opérant. Une telle périodisation, au fond, ne trahit-elle pas que les mutations de la chevalerie lui furent en quelque sorte fatales? C'est en tout cas l'avis auquel se rangea Nigel Saul, l'historien britannique, spécialiste de l'Angleterre au Moyen-Âge tardif, dressa un solide bilan historiographique en 2011, dont il tira la conclusion d'un déclin chevaleresque. Prudent, il estima que les divergences de points de vue et les débats sur le sujet résidaient avant tout dans la définition que l'on veut bien donner au sujet. Tour à tour code guerrier, système de valeurs aristocratiques et phénomène littéraire, l'acception attribuée à la chevalerie conditionnerait ainsi la position de chaque auteur. Ce faisant, Nigel Saul, qui l'a défini lui-même comme un code militaire, et donc s'abaisse à une définition, et donc à une limitation, perçut en effet tous les signes d'une érosion des valeurs chevaleresques. Dès la fin du XIIIe siècle, qu'il identifiait à l'intensification ainsi qu'à la brutalisation des conflits.
Ce point de vue, que certains taxèrent de cynique, fut défendu par Aude Méret dans une synthèse parue en 2017 et qui revint sur les évolutions des pratiques militaires. À cet élément, il faut ajouter les célèbres crises du XIVe siècle qui, s'il convient de les relativiser, ne manquèrent pas d'amoindrir la position de la petite et de la moyenne noblesse. Tout cela contribua à faire perdre à la cavalerie la place de choix qu'elle occupait sur le champ de bataille depuis le XIe siècle. La chevalerie composait une part moins importante de l'ost au profit de gens de pied qui, de plus en plus, parvenaient à prendre le dessus et à lui infliger de cinglants revers dont les plus célèbres, décidément, furent les batailles de Crécy en 1346 et de Poitiers 10 ans plus tard. La chevalerie vieillissante ne paraissait plus en mesure de se distinguer dans ces guerres nouvelles qui peu à peu semblaient se faire sans elle et parfois contre elle. En effet, cette relégation sur le champ de bataille s'accompagna d'une puissante désapprobation populaire, exacerbée par l'interminable guerre entre la France et l'Angleterre, et qui se traduisit par l'éclatement d'insurrections populaires de grande ampleur des deux côtés de la Manche, pour beaucoup motivées par un fort ressentiment à l'égard d'une noblesse jugée défaillante. Le verdict parut sans appel et amena certains chevaliers à faire le procès de leur institution. Si, chez un Geoffroy de Charny, grand théoricien de la chevalerie, la faute était due au manque de vaillance et de prouesse, un Philippe de Mézières, vous entendrez beaucoup parler, conseiller, écrivain et moraliste dont le regard sévère surprend souvent, exprima son indignation devant les actes ignobles, au sens premier du terme qui déroge à la noblesse, de ses confrères. Les pauvres hommes, rapporta-t-il, sont battus et travaillés, et les bonnes femmes déshonorées, et les vierges évorcées publiquement et violées contre les règles de vraie chevalerie. Il coexistait donc, aux yeux des plus critiques, une vraie et une fausse chevalerie. Pour Mézières, la vraie se caractérisait par une conduite morale irréprochable, sinon christique. Les insuffisances militaires de l'institution parurent engendrer une crise identitaire profonde qui questionna les fondements de l'institution, qui questionna les fondements et les fondements de la noblesse d'épée. Cette remise en question dut faciliter le rapprochement qui se fit entre elle et l'État monarchique en construction, un mouvement qui permit aux souverains d'encadrer les élites militaires, tout en les intégrant au cercle du pouvoir. Parmi les signes les plus évidents de ce rapprochement figurent les ordres de chevalerie dont vous avez ici une illustration. Si le phénomène, hérité en quelque sorte des ordres religieux militaires, n'est pas limité aux princes de sang royal, les plus fameux en relevèrent tout à fait, à l'instar de la chevalerie de l'Étoile fondée par Jean II de Valois. Les statuts de l'ordre, édités dès 1351, 5 ans après Crécy, c'est important, rapportaient l'élite militaire au passé prestigieux qu'elle se revendiquait, en firent une assemblée de héros exemplaires, vêtus richement, disciplinés et vaillants. De telles fondations princières fleurirent à travers la chrétienté et témoignèrent d'un changement de la chevalerie dans la position qu'elle occupait au sein du corps social. La centralisation, la domestication, selon certains monarchiques, s'accompagnèrent toutefois d'une mise en concurrence de la noblesse aux nouvelles élites de la société tardo-médiévale. En particulier les milieux bourgeois, détenteurs de la vraie richesse, rappelons-le, et cette noblesse de robe qu'incarnaient les officiers royaux. Les premiers contestaient l'ascendant aristocratique de la noblesse, tandis que les seconds, les deux étaient souvent mélangés bien sûr, s'étaient imposés comme des rivaux en matière d'exemplarité et d'autorité. L'imaginaire chevaleresque était dépassé, obsolète, quand il n'était pas simplement tourné en dérision, voire en même temps que le titre de chevalier se changeait en une simple distinction honorifique. En avait-il jamais été autrement au fond? À l'instar de ces docteurs chevaliers issus des bancs de l'université. C'est dans ces tensions mêmes qui menacèrent son existence que la chevalerie parut puiser la force de sa régénération. À travers la production de discours eschatologiques, que l'on pourrait qualifier d'identitaires, la crise que parut traverser la chevalerie pourrait ainsi être qualifiée, dans une perspective anachronique, mais heuristique, d'une sorte de conscience de classe, ou pour reprendre une expression récurrente à la fin du XIVe siècle, d'État. Si le Moyen-Âge ignorait bien sûr le concept marxiste de classe, c'est-à-dire un groupe d'individus intégrés à une société hiérarchisée, il n'en développa pas moins des formes de représentation collective fondées sur la distinction, évidemment, l'honneur et la mémoire des individus qui s'en réclamaient. Les chevaliers du XIVe siècle ne se pensaient pas seulement en tant qu'individus, mais en tant que membres d'un ordre plus grand, d'un ordre doté d'une histoire, de valeurs et de fonctions propres. Cette prise de conscience relève d'un effort soutenu, visant à convaincre et à se convaincre de ce que signifiait être chevalier dans un monde qui semblait pouvoir s'en passer. De tels efforts supposèrent une mobilisation affective, un imaginaire de la perte et du retour, autant de motifs qui structurèrent une histoire du sentiment d'appartenance, au cœur duquel se joua la question du moi et du nous chevaleresque.
Une question d'autant plus forte qu'elle s'inscrivait dans l'idéal égalitaire et individualiste caractéristique de son système de valeurs. L'étau se resserrait, si vous me permettez le jeu de mots. À cette fin, l'institution produisit, nous l'avons vu, des discours qui l'amenèrent à se penser, à se réfléchir, à se montrer. Ceci dès la fin du XIIIe siècle, avec le fameux livre de l'ordre de chevalerie de Ramagnoul, et tout au long du siècle suivant, sous les plumes d'un Geoffroy de Charny, ou, le revoilà, d'un Philippe de Mézières. Il est particulièrement intéressant de confronter ces points de vue qui tentent à diverger et qui parfois expriment de profonds désaccords entre eux, mais qui tous soutiennent un même propos. La chevalerie, quoi que l'on pût en penser, était une distinction morale supérieure par nature. Il ne faut cependant pas limiter ces propositions à une simple entreprise morale. Au-delà de vouloir ordonner et réguler la chevalerie, de telles initiatives s'illustrent également comme des œuvres de propagande, comme un moyen de maintenir la chevalerie et à travers elle la noblesse dans son ensemble à sa juste place au-dessus. Les sources trahissent une volonté de singularisation, sinon de revendication identitaire de la chevalerie. À cette fin, tout est bon. Riche parure, langage et gestualité courtois, participation aux tournois et aux guerres, écriture d'ouvrages didactiques, biographiques parfois, et romanesques, les deux se mélangent aussi souvent. Tous les procédés participent de la construction d'un récit de soi qui entre dans le cadre d'une stratégie de réinvention, laquelle passe par une dynamique double de production symbolique et de recherche d'une vocation supérieure teintée de religiosité. Mais la forme la plus éclatante de cette stratégie est celle d'une réinvention par l'ancien, ce que Werner Paravicini, historien fabuleux à lire pour la période qui nous concerne, décrit comme un processus allant de la production à la reproduction. L'historien voit la collection et la systématisation des traditions par les milieux chevaleresques en vue de se les réapproprier. Parmi ces traditions, la croisade, dont l'histoire est si étroitement liée, encore une fois, à celle de la chevalerie, revêt une importance singulière. Les théâtres des croisades dites tardives, dans la péninsule ibérique, en Méditerranée orientale et surtout en Lituanie, suscitèrent de remarquables flux migratoires. L'ordre teutonique s'illustra particulièrement par la mise en place des raises, véritable système militaro-sportif qui attira plusieurs milliers de participants, majoritairement français et anglais. Ce succès, Paravicini le qualifie de ce qu'il appelle d'idéal réalisé. Sous couvert de guerre sainte, les chevaliers occidentaux se retrouvaient dans un entre-soi nobiliaire, un espace hors du temps où le gentilhomme pouvait enfin être ce qu'il voulait et devait être. Je cite ici Loïc Cholet, qui s'est spécialisé donc, sur la question des expériences lointaines et des migrations chevaleresques. Alors je passe un peu rapidement sur la fin de cette troisième partie, faute de temps, veuillez m'en excuser. Pour venir directement à la conclusion, donc, juste un petit commentaire rapide quand même ici sur le projet d'ordre religieux militaire, d'ordre religieux chevaleresque que proposa Philippe de Mézières à la fin du XIVe siècle, qui imagine toute une société réinventée en Orient, société, on ne lit pas très bien de là où vous êtes, j'en suis navré, mais société qui en tout cas est vraiment clairement placée sous la domination chevaleresque. Donc, pour conclure cette réflexion, il faut bien constater que le siècle qui nous occupe est traversé par une inquiétude certaine quant à la place et au rôle de la chevalerie dans la société. La récurrence des topoi déclinistes dans les discours des médiévaux ne peut certes pas être pris pour le simple constat d'une réalité objective, mais il ne faut pas écarter pour autant leur subjectivité. D'une part parce que nous y sommes nous-mêmes soumis au fond, et d'autre part parce qu'elle témoigne du malaise ressenti, qu'il ait été ou non réel. Aussi, la fin de la chevalerie ne doit pas être perçue comme une disparition, mais comme la transformation d'un système global, traversé par des crises qui tentent de se recomposer. C'est en cela que le thème du déclin épouse celui de l'eschatologie. Il n'est pas fin du monde, mais fin d'un monde. Ce monde chevaleresque, s'il paraît parfois vaciller, vit naître de nouvelles formes d'expression, parfois éclatantes, souvent symboliques, mais toujours révélatrices de la capacité du modèle à se réinventer. L'adoption de codes littéraires, la mise en place de modèles reposant sur une cause supérieure et intangible comme la loyauté, l'honneur ou encore le service de Dieu, ne sont pas tant une fuite vers le réel, comme le crut Huizinga, que l'application d'une perfection morale propre à l'imagination dans le réel, à des fins tant de moralisation que de propagande. Bien au contraire, la chevalerie se dota de nouveaux cadres institutionnels, s'appropria des symboles et se construisit une nouvelle légitimité qui, quoique disputée dans les faits, se voulut incontestable et absolue dans son principe. La dernière décennie du siècle vit par ailleurs un net recul dans les hostes occidentaux dans l'emploi d'archers et de fantassins. À la fin septembre 96, la vaste coalition chrétienne qui prit la croix contre le sultan Bayezid, dont l'armée occupait la forteresse de Nicopolis sur le Danube, reposait pour l'essentiel sur des chevaliers. Le contingent franco-bourguignon, commandé par Jean de Nevers,
se présenta devant les Turcs dans une pompe exceptionnelle, tout en manteaux et étendards brodés d'or et d'argent, livres de comptes à l'appui. Ces chevaliers étaient intimement convaincus d'être le nec plus ultra de cette cohorte chrétienne, refusant de s'abaisser à la prudence tactique du roi de Hongrie et désireux de se couvrir de gloire dans des charges impétueuses, sur leurs fiers destriers, ils s'élancèrent, la lance et l'épée au clair, pour s'abîmer contre les piques et les arcs des Khazis ottomans. Les rares qui ne furent pas réduits en pièces furent capturés. Faut-il donc voir en Nicopolis la tombe de la chevalerie? Certains ont suggéré, assurément non. Les survivants et les captifs libérés sur le chemin du retour furent célébrés comme des héros partout où ils passèrent. Jean de Nevers, dont la rançon obligea son duc de Bourgogne de père à emprunter auprès d'une banque, y reçut son surnom de Jean sans peur. Quelle magnifique défaite, qui chuchote en substance « Chantez, chantez, fleurs de chevalerie ». Je vous remercie. Merci à toi, Cyril, même si tu aurais pu faire un petit effort pour l'écriture quand même. C'était vraiment exceptionnel. Je vous laisse à vos questions. Oui, je sais que tu étudies beaucoup la figure de Philippe de Mézières, et notamment la théorie qui crée autour de l'eschatologie et de la croisade. Et est-ce que du coup, il établit un lien dans son système, dans sa structure, entre sa manière de penser la chevalerie et son objectif de croisade? Alors donc, oui, effectivement, il y a clairement un lien qui est établi. Alors déjà parce que la volonté de croisade chez Philippe de Mézières est quand même perçue comme une capacité, une manière de renouveler la chevalerie, de la refonder, de lui redonner une légitimité. Critique de Mézières, nous l'avons vu, critique de Mézières, pardon. Enfin, lapsus révélateur. Philippe de Mézières est extrêmement critique vis-à-vis de sa propre institution, de ses contemporains, critique dont il ne s'épargne pas lui-même. Il n'hésite pas à faire son autocritique, camarade. Et Philippe de Mézières, effectivement, perçoit la croisade comme étant le moyen de relégitimer la chevalerie et in extenso toute la chrétienté, même si la chevalerie est censée être l'acteur premier de cette société qu'il entendait pouvoir fonder un jour. Chevalerie qui donc devait être déployée contre les infidèles, sans limitation géographique. Il s'agissait d'abord de Jérusalem et des lieux saints, mais dans l'absolu, Philippe de Mézières concevait une chevalerie qui s'étendrait à travers le monde entier. Là, on a une figure clairement eschatologique, et dont les combats seraient victorieux, puisqu'il y aurait toute une société derrière, société vertueuse, qui prierait et qui donc favoriserait le jugement de Dieu en faveur de ses chevaliers. Donc ces chevaliers connaîtraient moins de défaites, c'est tout à fait logique. Et inversement, ces chevaliers, en obtenant des victoires, permettraient de gagner le salut des âmes en vue du jugement dernier qui, croyait-il, était imminent. Je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu. Paul. Je pensais à chaque fois que tu disais Bertrand du déclin. Voilà. J'y ai pensé. Voilà. Est-ce que le tord, à quel point tu peux affirmer qu'il était organisé, est-ce qu'il était opérationnel? Alors c'est l'enjeu de deux sous-parties de mon mémoire, effectivement, d'étudier l'ordre, qui donc est un projet strictement imaginaire, mais de l'étudier sous la forme de céréalia, de le considérer comme s'il avait réellement existé, comme s'il avait une faisabilité. Clairement, il était tout à fait faisable dans l'absolu. Philippe de Mézières lui a même donné une estimation chiffrée relativement précise de 3 350 000 ducats, ou florins de Venise, il accepte les deux devises. À titre comparatif, je vous expliquais que Jean de Nevers avait été fait prisonnier et rançonné par les Turcs. Sa rançon, qui avait donc nécessité un emprunt de la part du duc de Bourgogne qui était l'une des personnalités sans doute les plus riches, voire peut-être la plus riche, je ne sais pas, de son temps. Le duc de Bourgogne a dû payer une rançon de 100 000 florins, donc on est loin au-dessus. Techniquement, l'ordre de la Passion de Jésus-Christ, c'est son nom, était, je pense, réalisable, mais à condition qu'il y ait une paix absolue en Europe, une nouvelle paix de Dieu, et que toutes les monarchies, c'est ce sur quoi il comptait, participent et mettent la main à l'escarcelle. Toujours la même histoire. Toujours. Monsieur Poulier. Bravo, c'était vraiment très intéressant. Vous avez une langue vraiment parfaite, c'est très agréable. Dans quelle mesure vous intégrez les travaux sur la chevalerie du XVIe siècle? Moi, j'ai mon cours de L1 en
en évoquant quand même l'existence des chevaliers pendant la Renaissance, il y en a encore. Et je pense évidemment au travail de Benjamin Burwell, qui a travaillé sur la chevalerie du XVIe siècle à l'épreuve de transformation militaire du moment. C'est une période en quelque sorte d'apogée, dans la mesure où on arrive à un raffinement épouvantable des vêtements, des armures, etc. On a une relecture des chansons de gestes, on a une relecture de beaucoup de choses, et là on a une vraie crise pour le coup, puisque là, une vraie disparition du chevalier du champ de bataille, qui va se transformer d'ailleurs en autre chose, en occupant des commandements à terre, pour le coup, ou en se transformant sur une cavalerie plus légère. Donc, dans quelle mesure vous réintégrez les modestes modernistes à votre analyse médiévale? Donc, effectivement, vous faites bien de souligner que la chevalerie du XVIe siècle est assez logiquement la conséquence de ces transformations aussi qui surviennent au XIV et au XVe siècle, bien sûr. Je me permets de remontrer ici les références bibliographiques. Il y en a la toute première, qui vient d'un ouvrage qui est consacré essentiellement à l'éthos chevaleresque. Alors ça ne se voit pas dans le titre de l'ouvrage, mais vraiment tout le contenu est vraiment consacré à la chevalerie des XVIe et XVIIe siècles, où effectivement on est sur une chevalerie qui là n'est vraiment plus qu'une distinction honorifique et qui de plus en plus s'éloigne, comme vous le disiez, des champs de bataille. Dans l'ensemble, après, j'en parle peut-être assez peu. Oui, c'est un manque peut-être dans le mémoire que je devrais aborder davantage. Ça peut être corrigé très vite avant votre soutenance par la lecture de Benjamin Burwell qui a été publiée. C'est une très belle thèse sur la disparition définitive, pour le coup, des chevaliers. Ils ne cessent de mourir depuis votre époque. Là, ils disparaissent vraiment au XVIe siècle. Mais ils occupent encore des fonctions très importantes au sein des armées, à une époque où la noblesse s'est interrogée au XVIe siècle par cette montée de la bourgeoisie. Au fond, il y a un questionnement sur le positionnement social de la noblesse. Le chevalier est encore au combat. Et on a encore, au moins dans la première moitié du XVIe siècle, énormément de témoignages d'un engagement militaire qui n'est pas uniquement fantaisiste, au contraire, il est réel, il meurt, et vraiment c'est quelque chose d'assez marqué. Donc, minimisez pas l'engagement militaire de ces gens au XVIe siècle, il est réel. Bien sûr. Si je peux me permettre encore quand même de répondre, à voir aussi dans quelle mesure, encore une fois, on considère la chevalerie, comment on la définit. Ah oui, mais voilà. Moi, je me rapprocherai encore une fois et toujours de Franco Caldini et de Werner Paravicini, qui effectivement la considèrent avant toute autre chose comme un phénomène purement culturel. Et au fond, la chevalerie a-t-elle jamais été tout à fait militaire? Enfin, elle l'a été dans son ethos, bien sûr, mais techniquement, vous parliez d'une vraie disparition. Qu'est-ce qu'une vraie disparition, au fond? Au-delà du XVIe siècle, bon, les chevaliers, certes, ne sont plus sur le champ de bataille, mais on continue de les croiser, et encore aujourd'hui, de les croiser sans jeu de mots, et encore aujourd'hui, techniquement, n'a-t-on pas des chevaliers de la Légion d'honneur, des chevaliers de l'Ordre du Mérite, ou encore des chevaliers de la confrérie de la choucroute, qui perdurent. Ce qui disparaît au XVIe siècle, pour être tout à fait terre à terre, c'est effectivement l'armement lourd, l'armure, le cheval harnaché de cette manière, etc. Parce qu'on a besoin de mobilité sur le champ de bataille. Ça disparaît vraiment, au-delà de la confrérie de la choucroute et de la Légion d'honneur. Ça, c'est des choses qui disparaissent vraiment d'un point de vue de l'arme militaire. Bien sûr. Monsieur Josserand. Trois petites remarques. Et, une première qui est vraiment un éloge, et j'y tiens parce que je crois que d'abord vous le méritez et chacun doit l'entendre, parce que c'est un bel exemple, parce que vous nous procurez parler très bien. Et je sais que vous écrivez tout aussi bien. Et vous avez ce que j'appellerais une qualité, on peut ne pas la partager, vous avez cette manière de parler pratiquement comme vous écrivez. Et ça, c'était dans la tradition où j'ai grandi, presque la première des vertus d'un historien. Il faut pratiquement arriver à parler comme on écrit. Aujourd'hui, ça vous surprend dans un monde qui a changé, où le danger est peut-être de finir par parler comme on écrit. Donc, vous écrivez encore de manière extrêmement classique, vous parlez de manière tout aussi classique, qui forte l'admiration. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez cette qualité que le débat public malheureusement a perdu. Mais cela existait un siècle un peu avant les
les Marlène Schiappa ou d'autres Gérald Darmanin. Je me souviens d'une joute mémorable à l'Assemblée entre Jaurès et Combes, qui ne sait pas. Tous deux étaient tarnais. Jaurès, c'était un grand bourgeois. Combes, il avait eu faim dans son enfance. Et Jaurès, en entendant parler Combes, dire qu'il est de Roquecourt, c'est-à-dire dans le terme de l'époque, le cul du monde. Il a grandi dans la pauvreté, c'est pas moins que rien. Et pourtant, Combes parlait sublimement comme Jaurès, et ils se reconnaissent finalement frères de rhétorique. Donc ça, c'est quelque chose à conserver, vraiment. J'insiste un peu sur ce que vous avez dit avec raison. Vous avez toujours tendance à comme David, persuadé qu'elle se transforme, bien sûr, mais qu'elle continue d'exister comme ethos fondamental à l'époque moderne. Comment comprendre le Quichotte si l'on fait abstraction de la chevalerie, non seulement dans l'idéal, mais aussi dans la pratique? Et puis vous l'avez dit vous-même, il y a une chevalerie contemporaine, Master de chevalier de la chevalerie, les palmes académiques, la Légion d'honneur et tant de choses sont faites de chevaliers, d'officiers et de grands croix. Ne négligeons pas cela sous prétexte que parfois, et j'en viens à la bibliographie, vous appuyez sur une biographie fournie, mais vous avez toujours une tendance à aller vers des gens qui... alors je disais tout à l'heure que j'étais un vieil homme cisgenre, mais à côté de Cardini et de Paravicini, assurément non. Là j'aurais l'air presque jeune et transgenre, vraiment. Là on est quand même dans du nonagénaire conservateur. Conservateur de chez conservateur. Donc, ça a été un grand livre. Voilà. Ils s'assument d'ailleurs l'un comme l'autre. Ce sont de grands historiens. Voilà. Leur pendant en France, mais il était moins bon et moins public, c'est Contamine. Bon, je pense qu'on peut aller vers d'autres formes. Et dans votre bibliographie, il y a peut-être un seul manque, j'en parle parce que son inspirateur vient de mourir, hélas, c'est fort jeune, c'est Martinelli, décédé. C'est l'école de Prague. Tous ces gens derrière Martinelli, Jaroslav Svatek, Václav Zurek, qui souvent étaient en français en plus, puisque le séminaire de Martin fonctionnait à Prague en français. Là, vous avez des gens qui ont vraiment travaillé sur la chevalerie du 15e au 17e siècle, en assumant peut-être à Prague ce qu'en France, par la faute contaminée, son regard que nous dirons un peu sclérosé, voire sclérosant, nous pouvions faire. Voilà, ils ont renoué avec les grands anciens et ils ont ouvert cela, c'est très intéressant. En revenant toujours évidemment à Huizinga, on dit Huizinga en néerlandais, mais en le dépassant aussi. Voilà, donc peut-être dans la bibliographie, rire ou vous mettre un peu plus en porte-à-faux, mais vraiment merci pour cette présentation très synthétique et je pense intelligente. Merci beaucoup. J'ai une mauvaise vue, mais je ne sais pas ce que ça vaut pour la période médiévale, mais la nouvelle histoire de la guerre qui a été publiée, enfin qui a été dirigée par André Guillon, là, de l'Antiquité à nos jours, il me semble bien, l'Antiquité à nos jours, il y a un volume médiéval. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Le Moyen-Âge est évoqué dans le premier volume assez rapidement. Il a été confié à Xavier Larry. Xavier a fait vraiment le job, on a un minimum de caractère. C'est pas le meilleur texte de Xavier Larry, mais c'est quand même Xavier Larry. C'est pas bouleversant. Alors, je vous y renvoie pour la période moderne. Oui, le texte n'est pas bouleversant non plus. Enfin, certains chapitres ne le sont pas, mais de Ruehl fait le chapitre chevalier. J'en prends note, merci beaucoup. Non, sur le Moyen-Âge, elle est un peu rapide. Elle est si rapide que, par exemple, et pour sortir de l'Occident, c'est à Jean-Claude Chenet qu'on a demandé de traiter et de Byzance et de l'islam. Bon, sur l'islam, il n'était peut-être pas le premier à pouvoir écrire. Donc, c'est quand même là aussi un parti pris. Bon, les gens militaires, ce qui ne devra pas échapper, ce n'est pas leur faire insulte que de dire qu'ils ne sont pas à l'avant-garde du combat prolétaire. Eh bien, si. Madame Maloyan, merci beaucoup d'être venue. C'est un plaisir pour moi, tout le monde était bienvenu, j'en ai profité. Moi j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant et j'ai pas de questions en fait, parce que je pense qu'il faut en fait particulièrement bien comprendre quelque chose pour parvenir en fait à formuler une vraie question.
Mais j'avais simplement une remarque, c'était sur quand vous parliez du thème du déclin et de l'impact que cela pouvait avoir sur, d'un point de vue littéraire, sur les codes littéraires. Et j'ai simplement sans doute été attirée par ces quelques mots et ça donne très envie de creuser cette question. Et je regarderai d'un petit peu plus près votre bibliographie pour essayer justement de trouver des choses sur ce point en particulier. J'ai trouvé que vous y aviez fait allusion à 2-3 reprises à le côté subjectif, à l'imaginaire, le chevaleresque, à l'évasion, au code littéraire, tout ça, et je trouve que c'est très inspirant. Eh bien, merci beaucoup. Je vous y encourage. Oui, Cyril, puisque Diana a raison de parler d'imaginaire, est-ce que je peux me permettre une question? Quelle différence faites-vous entre imaginaire, vous avez parlé dans la et idéal? Comment vous rendriez compte de ces deux dimensions pour les historiens de l'âge moderne? Alors, si vous me permettez quelques instants de réflexion tout de même, ce n'est pas une question évidente. J'aurais peut-être tendance à dire que l'imaginaire, tout est dans le nom, repose peut-être davantage sur l'image, là où l'idéal serait peut-être plus affranchi d'une forme, peut-être, mais je ne saurais pas vous... Et est-ce que l'idéal ne doit pas se répercuter? Tu demandais? C'est pour ça que votre imaginaire de l'or passe par la source. Tout à fait. L'idéal a une dimension plus abstraite. Il est un peu comme... C'est un vrai débat, c'est quoi? Et de quoi? L'idéal, ce serait plus abstrait que l'imaginaire. Bah, je pense, ouais. Après, je n'ai pas pensé comme ça. C'est pas comme ça. Si on n'a pas d'autres questions, on va pouvoir passer à la suite très tranquillement. Je te remercie, Cyril. Merci beaucoup.